Des rapports choquants arrivent d'Iran. Avant leur départ pour le Pakistan, les gardiens de la révolution islamique ont placé les négociateurs en résidence surveillée. Les négociations sont interrompues et les gardiens de la révolution islamique célèbrent dans les rues de Téhéran. Soulèvement révolutionnaire à Téhéran. Les gardiens de la révolution islamique ont placé Ghalib Baf, Peskazine et Araghachi en résidence surveillée. Ces trois personnes font partie du gouvernement civil iranien. Ghalib Baf, président du Parlement, Peskazine, président, et Araghachi, ministre des Affaires étrangères. Ce sont eux qui voulaient poursuivre les négociations avec les États-Unis. Et depuis leur arrestation hier, les négociations sont maintenant interrompues. La délégation américaine n'est finalement même jamais montée dans l'avion pour aller à Islamabad après avoir pris connaissance de ce rapport. Voici la réaction de Trump après la publication. Sur la base du fait que le gouvernement iranien est sérieusement divisé, et à la demande du maréchal Azim Mounir et du premier ministre Sahabat Zarif du Pakistan, on nous a demandé de suspendre nos attaques contre l'Iran jusqu'à ce que leurs dirigeants et représentants puissent présenter une proposition unifiée. J'ai donc ordonné à nos forces armées de poursuivre le blocus et, à tous autres égards, de rester prêtes et en mesure d'agir. Je vais donc prolonger le cessez-le-feu jusqu'à ce que leurs propositions soient soumises et que les discussions soient conclues d'une manière ou d'une autre. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo d'hier, presque tout le monde, moi y compris, était plutôt optimiste quant à la poursuite des négociations, malgré le fait qu'il y ait en quelque sorte une guerre civile en cours. C'est parce que nous continuions à entendre des rapports venant d'Iran et d'autres médias qui avaient accès aux responsables impliqués dans les négociations, selon lesquels les Iraniens prévoyaient de venir à Islamabad pour les négociations. Et ça, c'était hier. Mais à la toute dernière seconde, le CGRI n'a tout simplement pas pu laisser les négociations se poursuivre. Alors ils ont fait quelque chose que personne n'attendait. Ils ont tout arrêté. Quand les États-Unis l'ont appris, le voyage a été annulé, et le président Trump a publié la déclaration que nous venons de lire. Juste après l'annonce de l'annulation des négociations, ou du moins de leur report pour le moment, le CGRI a organisé un immense rassemblement à Téhéran. Des soldats et des partisans se sont rassemblés, et comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran, ils ont même sorti un missile et ont commencé à célébrer une fois montés dessus. Ce sont des soldats du CGRI, ou peut-être des soldats Basiji qui sont très heureux que les négociations n'avancent pas. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un vrai missile, ou simplement d'une réplique, mais cette vidéo nous montre bien l'ambiance, et nous indique l'objectif que poursuit le CGRI. Ils ne veulent pas que les négociations avancent, ils veulent que la guerre continue aussi longtemps que possible. Du point de vue des commandants du CGRI, la guerre leur donne plus de raisons d'étendre leur emprise sur la société iranienne et de consolider leur pouvoir. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre négocie un accord de paix. Ils veulent que la guerre continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune faction qui s'oppose au CGRI à l'intérieur de l'Iran. De cette façon, le CGRI devient la seule faction survivante au pouvoir. Ensuite, ils essaieraient probablement de trouver un accord de paix dans lequel l'armée prendrait le contrôle de l'Iran et le gouvernement civil disparaîtrait complètement. C'était leur objectif dès le début, et ils voient enfin une chance de l'atteindre. Passons aux États-Unis. Nous avons en fait beaucoup de détails en coulisses sur ce qui s'est exactement passé hier. Ce rapport provient du Wall Street Journal. Il nous montre comment les choses se sont passées dans le bureau ovale, quand tous ont appris que les États-Unis n'iraient pas à Islamabad à cause du retrait iranien de la réunion. Après l'annonce à l'administration, plusieurs réunions se sont enchaînées dans la journée. Le vice-président J.D. Vance, les envoyés spéciaux Jared Kushner et Steve Witkoff discutaient toutes les options avec le président Trump. Lors de ces réunions, les conseillers en renseignement ont expliqué à Trump que le gouvernement iranien n'était pas unifié. Les factions radicales kékis à Téhéran refusaient toute exigence américaine. Une question a alors été soulevée. L'Iran est-il même en position de négocier et de respecter les engagements qu'il prend lors des négociations ? En fait, nous avons vu un exemple parfait de cela, il y a seulement 3 jours. Nous avons vu le ministre des Affaires étrangères Araghachi tweeter que le détroit d'Ormuz est ouvert. Puis, les soldats du CGRI ont dit au navire « N'écoutez pas cet idiot, le détroit n'est pas ouvert ». Cela s'est produit sur la scène internationale, au vu de tous. Le gouvernement civil disait une chose et l'armée disait tout autre chose. Et malheureusement, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans l'histoire, ce sont les gens armés qui ont remporté ce combat. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, Trump et son équipe discutèrent d'une reprise des bombardements contre l'Iran. En fin de journée, il a été décidé de maintenir la pression avec un blocus naval et de prolonger le cessez-le-feu de quelques jours. Revenons maintenant du côté iranien. Nous avons en fait plusieurs déclarations provenant de différentes personnes.
Passons-les en revue une par une. Tout d'abord, nous avons le ministre des Affaires étrangères, Aragashi. Maintenant, je ne suis pas vraiment sûr si c'est lui qui a tweeté cela, ou si le CGRI utilise son téléphone. Le blocus des ports iraniens est considéré comme un acte de guerre, et viole donc le cessez-le-feu. Frapper un navire commercial et prendre son équipage en otage est une violation encore plus grave. L'Iran sait neutraliser les restrictions, défendre ses intérêts et résister à l'intimidation. Permettez-moi d'expliquer cette logique iranienne à ceux qui restent confus. Bloquer un port iranien est une violation, mais que l'Iran met les États du Golfe sous blocus, eh bien, c'est un droit divin de la République islamique. Et en plus de tout cela, si on prend du recul et qu'on regarde la chronologie, on se rend compte de qui a commencé toute cette histoire au départ. C'est l'Iran qui a commencé à bloquer le détroit d'Ormuz, et c'est l'Iran qui a commencé à attaquer des navires civils dans une voie navigable internationale. Ensuite, c'est l'Iran qui a commencé à attaquer des ports, et à attaquer des navires dans les États du Golfe, ces pays qui ne sont pas impliqués dans cette guerre. Ensuite, l'Iran a accepté d'ouvrir le détroit d'Ormuz durant le cessez-le-feu, mais ne l'a finalement pas fait. C'est alors que les États-Unis ont commencé à bloquer les ports iraniens. C'est à ce moment-là que le régime islamique a compris que l'économie iranienne dépendait beaucoup plus du détroit d'Ormuz que l'économie américaine. Voici plus de détails du général David Petraeus. Écoutez bien. Ils ont encore quelques réserves chez eux, apparemment environ 35 milliards de dollars, et ils ont quelque chose comme 180 millions de barils de pétrole qui flottent dans la région Asie-Pacifique, ce qui pourrait aussi leur servir de source de revenus. Donc, ils ne sont pas encore au point de désespoir, mais vous savez, 80 à 90% de leur économie dépend de ce qui entre et sort de leur port. Et cela n'est pas autorisé en ce moment parce que, à juste titre, nous avons mis en place un blocus contre leur blocus en disant que si vous ne l'ouvrez pas, il ne sera pas ouvert pour vous non plus. Et c'est ce qui devra être résolu ici. Donc, un certain nombre de questions clés. Et ensuite, le président Trump a publié une déclaration à ce sujet précis. L'Iran s'effondre financièrement. Ils exigent l'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz, manquent d'argent et perdent 500 millions de dollars par jour. Armée et police se plaignent de ne pas être payés. Maintenant, nous allons voir comment le département du Trésor renforce ses sanctions contre l'économie iranienne. Avant cela, laissez-moi vous montrer d'autres commentaires de responsables iraniens, car ils sont vraiment horribles. Deux comptes, reliés semi-officiellement au corps des gardiens de la révolution islamique, ont publiquement affirmé que toutes les personnes aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn, en Arabie saoudite et au Koweït devaient quitter ces pays immédiatement. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cela ressemble à un appel de l'Iran à un nettoyage ethnique, et il désigne spécifiquement des pays à majorité musulmane sunnite. Il est également important de souligner ici que ces pays ne sont absolument pas impliqués dans cette guerre. L'Iran n'a pas mentionné les États-Unis. Ils n'ont pas mentionné Israël. Ils ciblent les pays musulmans sunnites, sachant qu'ils ne riposteront pas pour éviter d'être impliqués dans la guerre. En fait, beaucoup de ces pays ont interdit aux États-Unis d'utiliser leur espace aérien pour des opérations offensives contre l'Iran. C'est tout simplement du terrorisme pur que l'Iran exerce contre des pays qui ne sont absolument pas impliqués. Et du point de vue iranien, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent battre militairement les États-Unis ni contrôler leur espace aérien en cas de reprise de la guerre. Cela signifie que leur seul choix est de cibler des infrastructures ou navires civils à l'étranger, notamment dans le détroit d'Ormuz. Voici David Petraeus qui explique à nouveau comment l'Iran survit grâce au terrorisme. Évidemment, il y a des défis pour nous au niveau national si cela continue. Évidemment, il y a d'énormes défis pour eux sur le plan économique et financier si cela continue. Et je ne pense pas qu'aucun des deux camps veuille vraiment revenir à un affrontement total, sachant ce que cela pourrait représenter. Et gardez à l'esprit que oui, nos militaires, hommes et femmes, ont accompli de façon remarquable les objectifs qui leur ont été fixés. Des dégâts ont touché les infrastructures des États du Golfe et nous ne voulons pas en voir plus. Lorsque j'étais à Doha il y a plusieurs semaines, ils m'ont dit que 17% de leur capacité de GNL est hors service pour les 3 à 5 prochaines années jusqu'à ce qu'ils puissent la réparer. Donc, il y a beaucoup de dynamiques ici, Jesse, qui vont entrer en jeu et déterminer s'il y aura un accord à l'avenir, peut-être un accord intérimaire qui permettrait de prolonger le cessez-le-feu encore plus longtemps et peut-être même davantage. Face aux menaces terroristes de l'Iran, le Trésor américain durcit les sanctions contre son économie affaiblie. Maintenant, avant que nous en parlions, et avant d'aborder l'opération Economic Fury, un petit rappel à tout le monde de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous.
Cela nous aide vraiment avec l'algorithme, et ça ne vous coûte rien, juste une seconde. Donc, si vous pouvez prendre une seconde, faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton « S'abonner ». Cela fait vraiment une différence. Maintenant, parlons de l'opération Economic Fury. Hier, le département du Trésor a sanctionné 14 entités pour avoir aidé le régime iranien à obtenir des armes. Ensuite, le secrétaire au Trésor Scott Bassin a publié cette déclaration, parlant spécifiquement du blocus et des dégâts qu'il cause à l'industrie pétrolière iranienne. La marine américaine bloquera toujours les ports iraniens, les capacités de stockage de l'île de Karg seront bientôt saturées, et les puits de pétrole iraniens devront être mis à l'arrêt. Restreindre le commerce maritime de l'Iran vise directement les principales sources de revenus du régime. Le Trésor américain continuera d'exercer une pression maximale par une offensive économique afin de dégrader systématiquement la capacité de Téhéran à générer, transférer et rapatrier des fonds. Toute personne ou tout navire facilitant ces flux s'expose à des sanctions américaines. Nous continuons de geler les fonds volés par la direction corrompue de l'Iran au nom du peuple iranien. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'il veut dire lorsqu'il parle d'arrêt forcé des puits, car c'est en fait quelque chose de très important. Vous voyez, lorsque le blocus a commencé il y a environ 10 jours, le 13 avril, l'Iran disposait d'environ 20 millions de barils de capacité de stockage supplémentaire sur l'île de Karg. Puisqu'ils ne peuvent plus exporter leur pétrole une fois que cette capacité est pleine, l'Iran sera obligé de fermer ses puits de pétrole. Et c'est ce qu'on appelle des arrêts forcés des puits. Ils doivent faire cela parce qu'ils n'ont nulle part où stocker le pétrole qu'ils extrairent du sol. Ces arrêts forcés des puits sont très problématiques du point de vue des infrastructures. Une fois en place, la capacité de redémarrer la production dépend de la viabilité globale des infrastructures. Si elle est vieille et usée, cela pourrait causer des dégâts irréversibles, nécessitant des milliards d'investissements pour relancer l'extraction de pétrole, argent que le régime iranien n'a pas actuellement. Mais en plus de cela, disons que l'Iran parvient d'une manière ou d'une autre à redémarrer les puits. Ils perdent quand même environ 5 à 10% du pétrole qu'ils auraient pu obtenir autrement. Cela se produit parce que lorsque vous fermez un puits de pétrole, l'eau s'infiltre par le bas, rendant une grande partie du pétrole du fond inutilisable pendant des décennies, voire plus longtemps. Pour le régime iranien, il ne s'agit pas seulement de l'argent perdu actuellement à cause du blocus. S'ils doivent fermer les puits de pétrole, ils perdront des milliards de dollars à l'avenir, parce qu'ils n'ont aucun moyen de stocker le pétrole qu'ils extraient du sol, et aucun moyen de l'exporter hors du pays. C'est pourquoi, ce matin, l'Iran a commencé à attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz, ou essentiellement des navires qui attendent dans le golfe Persique, en les saisissant et en les emmenant vers des ports iraniens. C'est la riposte iranienne au blocus américain. Mais malheureusement, ils ne s'en prennent pas vraiment aux navires américains. Au moment où j'enregistre ceci, ils ont attaqué 3 navires, et en ont saisi 2. Eh bien, parmi ces 3 navires, l'un appartient à des Grecs, un autre à une société basée aux Émirats Arabes Unis, donc un pays du Golfe, et le dernier à une société suisse. Cela signifie qu'aucun de ces navires n'est réellement américain. Mais l'Iran riposte contre les États-Unis en attaquant des navires appartenant à d'autres pays. Je suppose que cela a toujours été la stratégie iranienne. Pratiquer le terrorisme à l'échelle mondiale parce qu'il ne peut pas se battre militairement. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qajar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description, ou vous pouvez simplement le regarder en cliquant sur l'écran de fin, c'est-à-dire sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.